Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire et l'événement du jour. Le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui a lieu dans une demi-heure. Et bien nous aussi, sur School TV, nous avons décidé de confronter les idées. Un jeune avec Macron et un jeune avec Le Pen seront sur ce plateau pour débattre dans quelques instants. Aux urnes, c'est le manifeste signé Grégoire Cascara pour inciter les jeunes à aller voter face à la montée de l'abstention. Il sera avec nous en deuxième partie de l'émission pour en parler. Et puis enfin, ce sera l'heure de Souvenirs d'écoliers. Malika Ménard reçoit Joyce Jonathan. Tout de suite, c'est l'heure de l'actu en bref avec Mickaël Dorian. Mickaël, on en parle depuis ces derniers jours. Plusieurs lycées parisiens sont occupés et bloqués par des élèves en colère contre l'affiche du second tour de l'élection présidentielle. Oui, des élèves qui reprochent finalement aux deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, de ne pas avoir suffisamment abordé des problématiques qui concernent les jeunes, comme notamment l'écologie. Écoutez, Mayalène Mallet, elle est candidate du parti Allons Enfants pour les législatives à Paris et était interrogée ce mercredi sur RMC. En fait, c'est que les sujets qui nous préoccupent de notre engagement, ils sont très peu abordés par les candidats dans la présidentielle. On a très peu parlé de climat, très peu parlé de précarité des jeunes, des inégalités sociales. En fait, nous, on est la génération de Parcoursup, des marches pour le climat, la condamnation de l'État pour son inaction et aussi de la précarité des jeunes qui s'est accentuée pendant la crise. Souvenez-vous des étudiants qui faisaient la queue pendant les lieux de distribution alimentaire. Les efforts qui ont été demandés aux jeunes au nom de la solidarité entre générations. Et après tout ça, comme à chaque fois, la campagne présidentielle n'a pas fait la jeunesse une thématique prioritaire. La politique ne s'intéresse pas à nous, en fait. Macron a beau être le président des jeunes, il est le président le plus jeune, il est vraiment pas le président des jeunes. Donc face à cela, on refuse totalement un binôme de désintérêt par rapport à la jeunesse, de désintérêt par rapport aux thématiques sociales qui nous préoccupent et de désintérêt par rapport au climat. Le GIEC nous l'a dit, on a 3 ans pour agir face aux conséquences climatiques avant que ça devienne irréversible. Et les politiques ne s'intéressent pas du tout à ça, alors que la jeunesse est très engagée, très mobilisée pour cela. Et même les jeunes qui ne sont pas en âge de voter nous le montrent qu'ils sont engagés et qu'eux agissent concrètement au quotidien. Alors que nous, sur School TV, la jeunesse est une priorité. Les inscriptions pour les prochains séjours du service national universel sont ouvertes. Et pour celui de juin, il ne reste plus que quelques jours, Mickaël. Oui, les prochains séjours de cohésion du service national universel se tiendront du 12 au 24 juin et du 3 au 15 juillet. Attention, pour le séjour de juin, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche seulement. Pour celui de juillet, vous avez jusqu'au 1er mai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site snu.gouv.fr. À Bayonne, la justice a ordonné de réintégrer les 2 collégiennes qui avaient été exclues de leur établissement la semaine dernière. La raison, Louise avait accusé son prof de maths de comportement déplacé. Le collège Saint-Bernard de Bayonne avait décidé d'exclure Louise et sa sœur. Aujourd'hui, la justice vient d'ordonner de réintégrer les 2 jeunes filles et la plainte pour harcèlement contre le professeur est maintenue. Un soulagement pour Jean-Philippe Fontaine, leur papa, joint par RTL. On l'écoute. On est ravis pour Louise et Charlotte qui peuvent enfin reprendre leur scolarité normalement, réintégrer la salle Saint-Bernard qui est un bon établissement, on tient à le souligner, et puis leurs camarades. On est ravis pour cette classe de 4e C qui a énormément souffert. Beaucoup d'émotions et de joie, ça fait du bien après 6 semaines de difficultés. Polémique ce mercredi autour de la sortie du film Les Secpas d'Ali et Hakim Bougueraba. À Marseille, un festival tente de démonter les clichés véhiculés dans le film. On en avait parlé de la polémique autour de la sortie de ce film sur ce plateau, Virginie. Le nom donc de ce festival, Toute la lumière sur les Secpas. Chaque année, 8 classes de Secpas de 8 collèges différents se mobilisent. Chacun doit réaliser un court-métrage, un projet à l'opposé du film coproduit par Cyril Hanouna, comme l'a expliqué William Benedetto au micro de France Info. Il est directeur du cinéma L'Alhambra à Marseille et porteur du projet Toute la lumière sur les Secpas. Pour moi, c'est le plus gros problème que pose le film, c'est qu'il raconte une histoire et une espèce de logique et de morale qui est un peu le contraire de ce qui se passe réellement avec ces SECPA et notamment dans le cadre de ce projet Toute la lumière sur les SECPA. Ce travail révèle que cette pédagogie artistique, cette pédagogie par projet, ce travail qui est fait dans les SECPA, pas que dans le cadre de ce projet, prouve que ces élèves peuvent réussir, sont capables de beaucoup. C'est une façon de dire que ces filières, au final, elles font du bien à ces élèves, elles permettent à beaucoup d'entre eux de retrouver un schéma plus classique, plus normal. Les SECPA, Mickaël, un sujet qu'on aborde régulièrement sur le plateau ici du Grand JT de l'Éducation. Merci beaucoup, Mickaël. Merci. Un jeune avec Emmanuel Macron et un jeune avec Marine Le Pen. C'est l'heure du débat sur School TV, 30 minutes avant le grand débat.
Et alors justement, pour parler de ce débat, 30 minutes avant le fameux débat, je suis ravie d'accueillir Pierre-Emmanuel Rivière. Bonjour. Bonjour. Vous étiez déjà ici avec nous sur School TV il y a quelques jours. Vous êtes membre des Jeunes avec Marine Le Pen. C'est ça. Et face à vous, Guylain Gilliot, bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous étiez aussi là sur ce fameux débat juste d'avant du premier tour, où il y avait aussi la France Insoumise ainsi que les Jeunes avec Jadot qui étaient représentés. Première question, qu'attendez-vous l'un et l'autre du débat qui aura lieu dans quelques minutes? Guylain Gilliot. Eh ben, moi, ce que je peux attendre, c'est qu'on ait un vrai débat de fond sur les propositions. C'est vrai qu'au regard du contexte international, le président de la République n'a pas pu faire la campagne qu'il a souhaitée et peut-être pas pu expliquer l'ensemble de ces mesures qui n'ont peut-être pas été comprises par les Français. Et donc, il s'agira là d'exposer deux projets qui sont totalement différents. Et j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas d'invective de l'un et de l'autre des candidats et que les Français pourront comprendre chacun des projets pour pouvoir faire leur choix le plus sereinement et éclairé possible. Alors je rebondis évidemment parce que quand vous dites qu'il n'a pas pu, en fait il n'a pas voulu faire de débat, on est d'accord? Non, je pense qu'on ne peut pas dire ça parce que vous l'avez vu vous-même suite au premier tour, il a été à la rencontre de l'ensemble des Français et d'ailleurs des Français qui n'étaient pas du tout qui n'ont pas du tout voté pour lui et je pense qu'on ne peut pas lui reprocher ça. Il adore le débat, il adore la contradiction et donc je pense que les Français auraient vu ça d'un mauvais œil, que le président préfère faire sa propre campagne plutôt que de s'occuper de ce qui se passe à l'international et en Ukraine. À la rencontre des Français, ça c'est certain, mais en revanche pour le débat, il y a débat justement. Pierre-Emmanuel Rivière, alors justement, qu'est-ce que vous attendez de ce débat d'ici 30 minutes entre les deux candidats? J'attends exactement la même chose que mon compère de La République En Marche, c'est-à-dire un vrai débat de fond dans lequel on pourra vraiment avoir des idées et plus que de la forme qui parfois peut être un avantage pour Emmanuel Macron, vraiment pouvoir parler vraiment du fond et des visions qui sont complètement contradictoires qui peuvent avoir Emmanuel Macron, un fédéralisme européen, une France profondément sociale d'une part, la France des Français de l'autre part avec le retour de la nation. Et pour parler du débat, Emmanuel Macron l'a assumé lui-même. Il a dit « je ne débattrai pas », mais les prédécesseurs n'ont pas voulu débattre avant le deuxième tour aussi. Je ne vois pas pourquoi je me mettrais en contradiction avec ceci. Par conséquent, ce n'est pas forcément un manque de possibilités, mais bien un manque de volonté totalement assumé devant le camp. Et à la rencontre des Français, eh bien, c'est Marine Le Pen qui est tous les jours. D'ailleurs, les classes populaires votent pour elle. Et on peut le voir, il y a 20 000 communes en France où nous sommes arrivés en tête. Ce sont des communes dans lesquelles on a pu se déplacer à l'occasion de la campagne du premier tour. On verra bien ce qu'il en est ce soir, mais j'espère tout à fait également un débat extrêmement apaisé. On voit qu'Emmanuel Macron et tous ses soutiens se déchaînent depuis des jours, si je puis dire, sur la personne de Marine Le Pen. Et les invectives viennent absolument de ce camp-ci. J'espère qu'on pourra avoir quelque chose d'assez calme ce soir. Alors oui, effectivement, cet exercice, on l'entend, tous les deux, évidemment, vous voulez positionner vos candidats comme les meilleurs. On espère qu'ils soient forcément efficients ce soir, sauf que l'exercice a été un peu compliqué en 2017 pour Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes serein cette fois-ci ? On est serein, Marine Le Pen est très sereine. Et puis nous, militants, évidemment, on voit toujours le monde à travers son propre prisme. Et moi, je crois en elle. Je crois en elle parce que c'est une femme forte. Bien. C'est une femme... J'espère bien, non pas pour mes idées, mais si vous êtes là, c'est que j'imagine que vous croyez en elle. Puis c'est aussi une femme d'État. Elle a montré ces derniers temps. Une femme beaucoup plus apaisée qu'elle a pu apparaître ces dernières années. Et je crois que les Français le savent. C'est pour ça qu'ils l'ont placée à 3 points supplémentaires par rapport à 2017. J'attends beaucoup du débat de ce soir. Oui. Alors Emmanuel Macron aussi était à 3 points supplémentaires par rapport à 2017. De votre côté, Guylain Gilliot, c'est pareil. J'imagine que vous êtes serein aussi et que vous croyez en l'élection de Emmanuel Macron ce soir, en tout cas dimanche. Bien sûr, oui, je suis serein parce que finalement, il a à la fois cet avantage, c'est d'avoir un bilan avec finalement l'ensemble des politiques qui ont été mises en place et qui ont porté leurs fruits pour la plupart, notamment en ce qui concerne le travail et le chômage, mais il y a également plein d'autres choses très positives. Malgré tout, ça peut être aussi ça peut avoir un aspect négatif dans le sens où il ne faudra pas trop que le président évoque son bilan tout le temps et il faudra également qu'il présente sa vision pour les 5, 10,
20 années à venir. Et donc, c'est ça qui va finalement être la vraie difficulté pour lui. Et donc, je ne me fais absolument pas de soucis. Je pense qu'il est très à l'aise dans les débats et avec ça. Et donc, j'ai hâte d'être ce soir pour écouter finalement ces deux visions et que les Français puissent faire leur choix sereinement. Alors, répondez, oui. Je me permets de rebondir parce qu'en effet, l'avantage d'Emmanuel Macron, c'est aussi également son inconvénient, c'est qu'il a un bilan. Un bilan en termes de pouvoir d'achat et de travail, effectivement, quand vous faites sortir de la courbe du chômage, les CDD, les intérims, vous avez un chômage qui reste stable. Dans les faits, ce sont les chiffres de vos ministères qui parlent. Le chômage n'a pas bougé depuis ces dernières années. En ce qui concerne également son bilan par rapport au pouvoir d'achat des Français, vous savez qu'on est déficitaire cette année à 84,7 milliards en balance extérieure, ce qui est un record dans l'histoire de France. Et on a un endettement supplémentaire de 600 milliards sur la totalité du quinquennat. Par conséquent, en effet, il y a un bilan. Et j'entends cette rhétorique qui veut que le président doive montrer sa vision. Mais moi, ce que j'ai envie de vous répondre, c'est on sait où on va lorsqu'on sait d'où on vient. Et on voit ce qui s'est passé ces 5 dernières années. On n'a pas envie de 50 plus avec lui. Et les Français le démontreront dimanche matin et dimanche après-midi dans les urnes, j'en suis convaincu, monsieur. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où on vient avec Marine Le Pen non plus. Justement, écoutez, il faut aller vers du neuf. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a une certaine constance. Alors Emmanuel Macron, certes, peut en avoir une, mais c'est le en même temps, toujours. C'est la politique du quoi qu'il en coûte, mais en réalité, c'est la politique du quoi qu'il vous en coûte, parce qu'on a une inflation de 1,4 points par mois en ce moment. C'est du jamais vu également dans l'histoire de France. 600 milliards de dettes supplémentaires. J'expliquais, vous savez que dû aussi au Covid, il y a cette pandémie. Par rapport à la crise du Covid. La politique du quoi qu'il en coûte pendant la crise du Covid. C'est plutôt ça. Je vous pose la question. Et en effet, il y a de la dette. Il faut être très clair là-dessus. Mais qu'auriez-vous fait à la place d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous auriez peut-être laissé les entreprises finalement sans aide jusqu'à peut-être les faire mourir? Moi, je suis plutôt fier de ce qui a été fait. Oui, nous avons de la dette, mais oui, aussi, nous avons une croissance qui est repartie extrêmement rapidement et qui va nous permettre justement de rembourser cette dette dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc, je pense que on peut quand même trouver un aspect positif à ça. Et sur les chiffres du chômage, encore une fois, ce sont des chiffres qui sont du Bureau international du travail, qui sont issus de l'INSEE. Et donc, ce n'est pas les mêmes chiffres que l'on utilise à chaque fois. Donc, s'il vous plaît, vous le savez très bien, ne soyons pas démagogiques. Et c'est justement ça aussi dans le débat. Il faut arrêter de mentir. On peut essayer de trouver des aspects positifs. Et d'ailleurs, dans le programme de Marine Le Pen, il n'y a pas le mot chômage une seule fois. Ce qui veut bien dire, et vous nous trouvez le seul chiffre, c'est la balance commerciale, un chiffre un peu farfelu dont finalement on ne parle jamais, mais parce que là, finalement, les chiffres sont plutôt au vert en ce qui concerne le chômage et l'emploi, on va nous trouver le chiffre de la balance extérieure. Donc, je trouve que c'est un peu facile et que les Français méritent d'avoir un débat beaucoup mieux. Je trouve qu'il est très facile d'arguer de vos chiffres en disant que ce sont les vrais, que les nôtres sont absolument les faux, ce qui est totalement faux. Maintenant, on parlait de la balance extérieure commerciale. Moi, j'aimerais aussi parler de la crise Covid. Alors, en effet, on n'était pas certain il y a quelques années qu'il allait se passer ce qui s'est passé. Maintenant, il eût peut-être mieux fallu faire une politique beaucoup plus ciblée avec une vaccination peut-être proposée, voire obligatoire pour les personnes à comorbidité, les plus de 65 ans, etc. Parce qu'on a quand même enfermé des jeunes pendant 2 ans chez eux. Vous qui êtes jeunes, on est sur un plateau télé qui s'appelle Scoop TV, je le suis en effet. Et c'est quand même malheureux de sacrifier une génération entière pour cela, sachant qu'on en ressort indemne à 99,4% des cas. De plus, je dirais que lors de la crise du Covid, tous les mois, c'était pour 1,2 milliard d'euros d'argent public, c'est l'assurance maladie qui le dit, le remboursement des tests PCR pour des personnes qui étaient déjà vaccinées. Ce qui coûtait environ 200 € dans les autres pays comme l'Angleterre ou ailleurs. Sûrement, exactement d'ailleurs. Et c'est ce qui fait que 1,2 milliard d'euros remboursés tous les mois, c'est la création de 12 hôpitaux spécialisés. Vous voyez, vous auriez peut-être dû investir davantage là-dedans, investir davantage dans le traitement. Et moi, j'ai quand même du mal au cœur, mal dans ma chair lorsque j'entends qu'on est fier d'avoir suspendu 15 000 soignants à l'occasion de cette crise, parce que vous savez que tous les jours, actuellement, des gens meurent dans notre pays parce qu'il n'y a plus de personnes pour les soigner dans les hôpitaux, parce que votre gouvernement a suspendu 15 000 soignants, des mères et des pères de famille qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants. Vous voulez répondre, Guylain Gilliot ? 500 lits d'hôpitaux. En parallèle, la politique du quoi qu'il en coûte a coûté énormément. Moi, j'aurais salué les actions du gouvernement si vous aviez investi dans la recherche, dans le traitement et si vous aviez gardé ces soignants. Vous avez choisi autrement. Je vous suis lorsque vous dites qu'il ne faut pas mentir, aussi raconter la vérité aux Français. Guylain Gilliot, une réponse à cela ? Bon,
la chose que je peux dire à la fois sur les tests PCR, si on avait fait le choix de ne plus les rembourser et donc de faire payer les Français pour leurs tests PCR, je pense que le Rassemblement national aurait été, comme beaucoup d'autres partis, vent debout pour critiquer cette proposition. Donc je trouve que c'est encore une fois un petit peu démagogique. En ce qui concerne les soignants, il y a eu cette suspension que moi je soutiens totalement parce que je pars du principe que quand on est soignant, on a cette vocation à vouloir faire en sorte de soigner les gens tout simplement. Et en fait, quand on peut les contaminer, quand on peut faire le choix de réduire les risques de contamination au sein d'un établissement, on doit se faire vacciner. Et les soignants, comme d'autres médecins, en fait, avaient déjà dans leur cursus l'obligation de se faire vacciner pour d'autres maladies. Donc, encore une fois, je trouve que c'est un peu facile. Je peux comprendre que ce soit dur et ils avaient tout de même leur liberté de choix, mais la décision a été prise pour limiter les contaminations et faire en sorte que justement protéger nos concitoyens et qu'il y ait le moins de morts possible dans ce pays. Alors parlons, s'il vous plaît, si vous voulez bien, quand même de ce tirage au sort, parce que c'est absolument incroyable. Tirage au sort de la première personne qui va prendre la parole ce soir, enfin dans quelques minutes maintenant, et tirage au sort aussi du fameux premier thème abordé. Le premier thème, en l'occurrence, c'est le pouvoir d'achat. Parlons-en. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, vient d'annoncer que 700 000 fonctionnaires allaient être augmentés à partir du 1er mai. Leur salaire minimum sera relevé au-dessus du SMIC. La promesse avait été faite mi-mars. Et puis Guilain Gilliot, à 4 jours donc, de ce fameux second tour, nous sommes mercredi soir, le président s'intéresse au pouvoir d'achat réellement, ou c'est depuis longtemps que qu'on peut le sentir sur les 5 ans du bilan d'Emmanuel Macron? Non, je pense que finalement Emmanuel Macron a prouvé qu'il a mis en place des mesures pour le pouvoir d'achat des Français. La preuve en est, c'est qu'on a supprimé 50 milliards d'impôts sur l'ensemble du quinquennat. Et donc Emmanuel Macron promet également la suppression de 15 autres milliards, moitié pour les entreprises, moitié pour les ménages. Et donc je pense qu'on a une crédibilité là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'on a en face de nous une candidate qui se dit candidate finalement du pouvoir d'achat. Et donc, en fait, la seule proposition que moi je retiens pour les riches, c'est finalement la suppression de l'impôt pour le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans. Sauf qu'en fait, la seule chose, c'est que ça favorise finalement les personnes les plus riches. Parce qu'en fait, un jeune trader, oui, il va payer l'impôt sur le revenu quand il aura moins de 30 ans. Par contre, quelqu'un qui est au SMIC, quelqu'un qui gagne peut-être moins de 2000, 2500 euros par mois et qui ne paye pas l'impôt sur le revenu, ne pourra pas bénéficier de cette mesure et finalement on ne fait rien pour eux. Donc moi j'aimerais comprendre, savoir quelles sont les propositions de Marine Le Pen sur les sujets de la jeunesse, sur les sujets du pouvoir d'achat, et je reviens également sur sa mesure qui est de baisser la TVA sur l'électricité et le gaz. C'est une mesure qui sera beaucoup moins efficace que ce que le gouvernement a mis en place et qu'il poursuivra, c'est-à-dire le blocage des prix de l'électricité et du gaz à 4%, parce que finalement on aura beau baisser les taxes, si on baisse les taxes, on n'empêche pas le prix de fluctuer. Et donc je demande à mon cher collègue quelles sont les mesures mises en place pour le pouvoir d'achat par Marine Le Pen. Vous savez d'ailleurs que le blocage du prix de l'électricité et du gaz se termine en juin. Donc j'aimerais savoir si la mesure annoncée par Emmanuel Macron continuera. Deuxièmement, pour ce qui est de bien sûr, il l'a dit. D'accord. Eh bien, écoutez, on verra si d'aventure il est réélu. Je ne mettrai pas ma main au feu pour ça. Pour ce qui est de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, vous parliez de ceux qui gagnent moins de 2000 ou 2500 euros par mois. Écoutez, vous savez que vous êtes redevable de l'impôt sur le revenu à partir de 1600 ou voire 1700 euros lorsque vous êtes une personne seule. Donc justement, ce sont les gens qui gagnent modérément leur vie, voire la petite tranche des CSP+, mais des gens qui souhaitent tout simplement pouvoir investir dans l'immobilier et qui, à travers la pression fiscale, ne le peuvent pas, qui sont les moins favorisés. De plus, vous parliez de baisse d'impôts lors de ce quinquennat. Il est vrai que vous avez supprimé la taxe d'habitation. Au profit de qui? Parce que vous savez qu'il y a une partie qui va au département, une partie qui va à la commune. Par conséquent, le seul levier qu'ont ces collectivités, c'est d'augmenter la taxe foncière. Donc vous avez une balance qui fait que la taxe foncière des propriétaires, et qui parfois sont de petits propriétaires, parce que lorsque vous êtes extrêmement riche, il y a de l'optimisation fiscale qui est très facile à faire, et que vous avez permise lors de votre mandat. Je ne vais pas parler de l'ancienneté de votre candidat et de ses amitiés dans certains cabinets de conseil. Je crois que Marine Le Pen pourra en faire état ce soir. Mais eh bien, vous ne pouvez plus investir dans la pierre. Et nous faisons ce choix-là
d'enlever l'impôt sur la fortune immobilière que vous avez mis pour le remplacer par une taxe sur la fortune financière, parce que nous trouvons qu'il est beaucoup plus moral, à travers son travail, de pouvoir investir dans une maison, peut-être une maison de campagne, peut-être même plusieurs appartements, que dans la finance qui part, nous ne savons où, lorsqu'on déclare 500 000 euros de patrimoine, écoutez, et qu'on a travaillé plusieurs années chez une Rothschild, on ne vient pas parler de pouvoir d'achat sur les ménages, parce que tous les ménages aujourd'hui, et tous les instituts de sondage le disent, peu importe leur catégorie socio-professionnelle, sinon les extrêmement riches, c'est-à-dire les 1% de la population, ont vu leur pouvoir d'achat diminuer lors de ce quinquennat. Si on part en déclaration de patrimoine, je pense que Marine Le Pen est au-dessus d'Emmanuel Macron, il me semble, non ? Oui, bien sûr, mais c'est ce que je vous dis. Elle a plusieurs raisons. Est-ce que je peux permettre de réagir à cette... Allez-y, je vous en prie. J'entends la proposition très bien, mais juste, qu'est-ce que vous faites pour les étudiants? Enfin, je veux dire, je pense que vous avez été les premiers à nous critiquer, par exemple, sur ces nombreux étudiants qui ont fait la file dans les collectes alimentaires. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Il y a une mesure phare, justement, c'est la refonte totale du système de bourse, afin de faire en sorte que, finalement, les bourses pour chacun puissent augmenter. Vous posez vous-même la question, Guilain Gilliot. Donc, laissez Caroline Rivière répondre. Et comme ça, au moins, vous y avez un échange. En effet, vous avez raison. La refonte que propose votre gouvernement, on l'a entendu de la bouche d'Emmanuel Macron lui-même. C'est-à-dire rendre les universités payantes. Écoutez, ce n'était pas notre vision de la vie. Non, pas du tout. Là, vous faites de la démagogie. Non, pas du tout. Écoutez, tous les auditeurs pourront aller se renseigner. C'est lui-même qui l'a dit il y a un mois à la télévision française. Il l'a dit encore hier sur Brut. Il l'a redit. Les universités ne seront pas payantes. Écoutez, c'est pas ce qu'il a dit il y a un mois. Apparemment, on n'a pas entendu les mêmes interventions. Il y a eu un changement. C'est ce qu'il a dit. Il y a eu un changement de la part du président de la République, enfin de l'actuel président de la République, sur ce positionnement ou pas, Guilain Gilliot ? Non, il n'y a jamais eu de changement là-dessus. C'est un problème de communication, c'est il quoi, a fait tout simplement un constat au sein des universités qui était de dire que finalement l'orientation était un vrai problème et qu'on avait finalement beaucoup de jeunes qui étaient mis au sein de l'université parce qu'on leur disait finalement que c'était très bien, mais que finalement après on a ouvert plein de filières avec pas forcément de débouchés à la fin, et que finalement oui, ça pouvait revenir à la fin à coûter très cher, mais en fait, tout ça pour finalement que les étudiants ne rentrent pas sur le marché du travail. Notre but, c'est que les étudiants rentrent sur le marché du travail, et c'est également pour ça qu'il veut réformer également l'orientation. Alors, en deux mots, s'il vous plaît, en deux mots, l'un et l'autre, d'augmentation des frais d'université. On est sur School TV. En deux mots, l'un et l'autre, la mesure phare pour les jeunes, s'il vous plaît, du côté RN. Je tiens à dire que nous partageons ce diagnostic. Il y a énormément de gens qui sont amenés à l'université alors que parfois ils n'ont pas les qualifications ou ils ne le souhaitent pas. En deux mots. Aussi, excusez-moi, parfois c'est vrai que je suis un peu long. Non, mais c'est parce que j'ai plein de choses à vous dire. 100 000 nouveaux logements étudiants sur le quinquennat pour tous les jeunes qui travaillent en plus de leurs études, une prime de 200 à 300 euros mensuels. Voilà. Ça c'est pour les jeunes, mais c'est aussi, mais c'est pas que les jeunes d'ailleurs, parce que non, j'ai c'est quand pas même que les noté, jeunes, c'est aussi pour les apprentis, parce que justement, pour parler de ceux qui sont malencontreusement emmenés dans des filières intellectuelles alors qu'ils feraient de très bons artisans, eh bien un chèque apprenti plus un chèque apprenti pour l'entreprise jusqu'à 350 euros par mois. Côté de La République En Marche, Guilain Gilliot, les mesures phares pour les jeunes. Les mesures phares, on a cette réforme globale du système de bourse que j'expliquais en fonction de la zone géographique dans laquelle on vit, pour finalement arriver à ce que des étudiants qui sont en grande situation de précarité arrivent avec une bourse qui atteint le seuil de pauvreté. Et puis ensuite, on a également en complément cette solidarité à la source que le président veut mettre en place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément de non-recours aux aides. Et donc cette solidarité à la source, cette automatisation des aides fera en sorte qu'il n'y ait plus de non-recours dans notre pays et que de nombreux étudiants et de nombreux jeunes actifs aient le droit à l'ensemble des aides dont ils peuvent bénéficier. On va également le chèque alimentaire pour qu'il puisse permettre de bien manger. Et puis pour les jeunes, notamment en ruralité, c'est ceux qui s'engageront dans le service national universel. L'État leur prendra en charge à la fois le paiement du code, mais également du permis de conduire. D'accord, c'est un peu donnant-donnant. Parcoursup, qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre, s'il vous plaît, Pierre-Emmanuel Rivière? Alors moi, c'est vrai que j'ai eu mon bac il y a quelques années déjà, et à l'époque, c'était admission post-bac. Maintenant, le système Parcoursup, c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de l'algorithme, et qu'actuellement... Est-ce qu'on peut se définir par un algorithme? C'est un peu la question. Non, justement, c'est le problème. Et c'est tout le problème du quinquennat Emmanuel Macron et de tous ses prédécesseurs. On a souvenir des quotas, on a souvenir des quotas raciaux, des discriminations positives. Nous, on est contre tout ça. On va interdire la totalité des discriminations
discrimination positive, revenir sur les théories du genre à l'école, etc. Parce que nous pensons que l'école de la République, c'est le mérite individuel. Lorsque vous avez des bonnes notes, lorsque vous êtes quelqu'un qui a vocation à faire de grandes choses de votre vie, il est tout à fait anormal que votre place soit prise par un autre du fait de sa couleur. Premièrement, c'est du racisme. Oui, mais c'était inversé en fait. Si je peux me permettre, la discrimination positive a permis ça aussi, a permis de se dire à un moment, parce qu'on était personne de couleur, ou peut-être même aussi parce qu'on était une femme, on avait plus de mal à avoir un poste qu'un autre. Écoutez, moi je ne le crois pas. C'est pour ça que ça a été créé, mais c'est ce que vous nous dites. Oui, ça a été créé pour ça, et la cause est tout à fait légitime. On peut le concevoir maintenant. Je ne crois pas qu'il y ait eu, dans l'histoire de France, énormément de racisme, énormément de sexisme, du moins pas dans les dernières années. Quand même. Je ne pense pas que ce soit... Vraiment à ce point-là, vous pensez qu'il n'y a pas de racisme en France? Je pense que s'il y a un racisme, c'est du racisme anti-français. D'accord. Je pense qu'il n'y a plus de racisme de couleur depuis vous savez que c'est grave, monsieur, ce que vous dites. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles Guillain Guillain Gillot, pardon. En fait, je suis juste un petit peu abasourdi d'entendre qu'il y a simplement du racisme anti-français. Oui, d'accord, je peux partager ce constat que certains de nos concitoyens ne se sentent pas français. Et justement, je pense qu'on devrait s'interroger tous collectivement de ce pourquoi ils ne se sentent pas français, parce qu'il y a peut-être des personnes dirigeants au sein de votre mouvement notamment qui ne leur font comprendre qu'ils n'ont pas leur place dans notre pays. Et donc, moi, je n'ai même pas les mots pour décrire tellement c'est absurde ce que vous pouvez dire. Et vous savez très bien que tous les jours il y a du racisme, il y a de l'homophobie, il y a de la transphobie, il y a énormément de discrimination, et il faut lutter chaque jour contre ça. Et vous êtes dans ce mouvement les personnes qui contribuent au fait que les citoyens n'arrivent pas ensemble à faire société à un moment donné. C'est totalement faux, parce que vous savez que l'endroit où Marine Le Pen fait ses meilleurs scores, c'est à Mayotte. C'est un endroit où ça ne vous aura pas épluché. Ce sont des compatriotes de couleur musulmans et qui votent en masse pour Marine Le Pen, parce que nous ne sommes absolument pas racistes. Nous pensons juste, excusez-moi du peu, c'est le principe même de la République française, que la République, c'est l'arrachement aux prisons identitaires. Par conséquent, vous êtes français avant d'être n'importe quelle autre communauté. C'est tout ce que nous disons. Et ce que vous dites, la communauté avant tout, c'est ce que vous défendez, le communautariste, le modèle multiculturel. Non, c'est pas ça, la communauté nationale. C'est exactement ça. Mot de la fin, s'il vous plaît, tous les deux, parce qu'il faut qu'on rende. Mot de la fin, Charles. Je vous appelle Charles. Je ne sais pas pourquoi je vous appelle Charles. Guillain Gillot, pardon. Mot de la fin. Juste, dites-moi, parce que là, dans 2 minutes, le débat commence. Donc, il va falloir qu'on puisse, nous aussi, le suivre. Non, écoutez, si je devrais avoir un mot pour la fin, c'est d'inciter toutes les personnes, tous les jeunes, que ce soit vous ou autour de vous, à aller voter le 24 avril. C'est très important. Et il ne faut pas qu'une voix ne puisse pas s'exprimer, peu importe que ce soit pour Marine Le Pen ou pour Emmanuel Macron, même si je souhaiterais que ce soit mon candidat. Mais en tout cas, voilà, la chose que j'ai à vous dire, c'est que si vous voulez battre finalement l'extrême droite qui divise notre pays, et si vous voulez une vision à la fois pragmatique, si vous voulez un président écologiste dans une France forte et une Europe forte, il faut voter Emmanuel Macron le 24 avril. Vous ne serez pas déçus, vraiment. Merci beaucoup. Et le vote blanc, on en parle aussi, dites-moi. Mon cher compère de La République En Marche parle de modèle écologique. Eh bien, moi, j'aimerais juste dire que le GIEC dit que nous entrons dans les dernières 7 années pour réduire par 2 notre bilan. C'est pour ça que Marine Le Pen veut démonter les éoliennes. Écoutez-moi s'il vous plaît, notre bilan carbone, 50% de notre production de carbone en France est dû uniquement à notre modèle de production, c'est-à-dire qu'un capitalisme transnational, les importations. Par conséquent, il faut revenir au localisme, et la seule personne qui défend ce programme, donc j'invite mes amis écologistes à voter pour Marine Le Pen, parce que c'est la seule qui remettra, si je puis dire, la culture au centre du champ, et le localisme à travers les circuits courts, et non pas les traités de libre-échange qui sont signés depuis des années par Emmanuel Macron. Merci à vous deux, Guillain Gillot qui représente La République En Marche et notre président actuel Emmanuel Macron, ainsi que Pierre-Emmanuel Rivière qui représente Marine Le Pen. Bon débat à tous les deux, bon débat à tous ceux qui nous regardent. Mais on n'a pas fini, on se retrouve juste après ça quand même. De retour sur le grand JT de l'éducation, je suis avec Grégoire Cascara. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 22 ans. C'est génial parce qu'à 22 ans, on a plein d'idées en tête, on a tout de l'avenir devant soi. Enfin, j'ai l'impression d'avoir le mien aussi, remarquez-moi moi. Mais vous avez quand même sorti une application géniale qui s'appelle Élise, qu'on a tous ou presque téléchargée avant les élections, pour savoir en fait finalement vers qui on s'orientait.
Alors, je vais vous montrer quand même pour ceux qui ne connaissent pas encore. Mais je ne sais pas si on arrivera à faire un gros plan sur Élise, cette application où on pose. Donc, c'est ça, on peut peut-être mieux en parler que moi. Mais... Oui, ou des questions, ou plutôt des propositions s'affichent aléatoirement sur votre écran. Elles sont anonymisées. Vous ne savez pas de quel candidat elles émanent. Et vous pouvez voter en glissant votre doigt vers la gauche, vers la droite, vers le bas. Et au fur et à mesure de vos votes, l'algorithme génère un niveau de compatibilité avec les différents candidats. Non pas pour vous donner une consigne de vote, c'est évidemment pas le but, mais pour vous aider à vous repérer parmi les différents candidats. Oui, et puis avoir effectivement quelques idées sur les programmes des candidats, parce que c'est quand même assez large. Souvent, on se réfère à une seule idée, une seule thématique qui touche, et le reste, on ne sait plus. Et l'avantage, c'est qu'il y a un en savoir plus. Donc du coup, pour les choses sur lesquelles vous êtes un peu, par exemple, légaliser l'euthanasie, a priori, vous vous dites non, je ne veux pas légaliser, mais enfin, vous avez quand même un topo pour vous expliquer. Donc je trouve ça hyper malin. La seule chose, petite nuance, c'est que, en fait, moi, je l'ai fait, évidemment, et je me suis retrouvée à être à 100% avec Enfin, j'étais pas vraiment très, très extrême droite, mais disons que je me suis retrouvée à la fois, effectivement, avec plusieurs candidats à 100% qui n'avaient rien à voir. Vous avez fait combien de votes sur l'application? J'en ai fait 50. Il faut en faire 100. J'ai fait 2 fois 25. Il faut en faire 100 pour avoir un indice de fiabilité fort. Ah, c'est ça. Donc, si vous continuez à utiliser l'application, le classement sera plus précis. Non, mais ça y est, je crois avoir fait mon choix. Je vous remercie. En tout cas, aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir. Alors, pour vous féliciter effectivement d'Élise, mais qui va avoir une suite, Élise, j'espère, parce que là, le second tour arrive. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est quand même focalisé sur cette élection présidentielle. Ça continue. Alors là, il reste effectivement 4 jours, mais ça continue à nous demander beaucoup d'énergie, puisqu'en fait, on met à jour quasiment quotidiennement toutes les propositions qui figurent sur l'appli. Qui changent en fonction des heures en permanence. Qui change en tout cas dès que les candidats font des nouvelles annonces, qu'il y a des éléments de précision. On l'a fait jusqu'au premier tour avec les 12 candidats et évidemment on le fait en ce moment avec les 2 derniers protagonistes de cette présidentielle et donc on le fera jusqu'au 24 avril. Bon, et après le 24 il se passe quoi? Et après c'est une réflexion pour tout vous partager qui est en cours. Avec les écoles peut-être, de réfléchir en fait à... Vous allez me trouver la suite Non, je sais pas, mais je pense qu'effectivement avec un tel outil, cela permettrait peut-être de travailler sur le MC, l'éducation morale et civique, et à essayer de comprendre la politique, effectivement. En tout cas, la dimension pédagogique, elle était au cœur du projet d'Élise, parce qu'au-delà du classement, qui est assez ludique, c'était essayer de se dire comment on fait en sorte de rendre plus accessible à tous, pas seulement à ceux qui s'intéressent déjà à la politique, qui s'intéressent déjà à l'actualité, les programmes et les projets des différents candidats. Et comment le faire en essayant d'être à la fois ludique sur la forme et rigoureux sur le fond. C'était un peu l'objet d'Élise. Effectivement, c'est lié à cette ambition de démocratiser la démocratie en quelque sorte au plus grand nombre. En revanche, on pourrait se poser la question aussi des données, parce que et forcément, vous représentez grâce à Élise un nombre de sondeurs possibles, en tout cas de sondés, qui pourrait être intéressant justement pour établir des données. Oui, honnêtement, alors aujourd'hui on ne stocke pas de données, on ne collecte pas de données sur les choix politiques des utilisateurs par exemple, évidemment. Il y a plein de modèles possibles après la présidentielle, chacun y va un peu de son pronostic. Moi je crois qu'il y a des projets qui ont pour vocation d'être éphémères. Nous quand on a imaginé, pour être très transparent, Élise au départ, on s'inscrivait uniquement dans cette perspective d'élection présidentielle, c'était notre seul objectif. C'est pour ça que jusqu'au 24, on ne veut pas dilapider notre énergie, on veut se concentrer sur ce seul objectif, faire voter un maximum les citoyens et notamment les jeunes le 24. Et après, est-ce qu'il sera pertinent ou non d'imaginer une suite? C'est une autre question et je reviendrai avec plaisir vous en parler. Alors, vous dites que vous n'avez pas voulu vous concentrer là-dessus, mais enfin, vous êtes quand même concentré sur l'écriture d'un deuxième livre, en même temps. Oui. Deuxième livre qui donc sort et qui s'appelle Aux urnes, justement, forcément. Comment convaincre vos proches d'aller voter? C'est un peu l'idée aussi de Aux urnes? Oui, tout à fait. C'était l'objectif du livre. C'est un livre assez court, une sorte de plaidoyer contre l'abstention. Chaque début de chapitre commence par une phrase d'abstentionniste. J'ai échangé avec de très nombreux abstentionnistes pour l'écrire, des jeunes, des moins jeunes, de toutes les sensibilités partisanes. Et on essaie ensemble, au fil du chapitre, de déconstruire ces arguments, en tout cas de réfléchir ensemble. Comment se construit notre rapport collectif au vote? La France est un des pays de l'Union européenne dans lequel on vote le moins et on n'a jamais cessé de voter de moins en moins depuis essentiellement la deuxième moitié des années 1980. Une abstention grandissante élection après élection. On l'a malheureusement encore constaté au premier tour de cette élection présidentielle. Et a fortiori pour les jeunes de ma génération, 42% d'abstention chez les 18-24 ans, encore davantage pour les 24-35 ans qui étaient 46% à boycotter
voter les urnes. Puis dans ce livre, il y a aussi bien sûr des solutions pour construire ce que j'appelle une société de l'engagement. Et puis concrètement, comment on fait pour endiguer cette abstention, pour lever les freins à la participation électorale avec des solutions concrètes. C'était l'objectif du livre. Alors c'est quoi les phrases dont vous parlez effectivement, les phrases classiques d'abstentionnistes qui ont ouvert chaque chapitre? Il y en a plusieurs. Certains disent au fond une voix va pas changer les choses, va pas changer les choses, une voix sur plusieurs millions. Donc à quoi bon aller voter moi en tant qu'individu? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors là-dessus, c'est je prends l'exemple de l'environnement où on nous explique que le fait de faire son tri plastique ou d'arrêter de prendre l'avion trop régulièrement va pas évidemment endiguer du jour au lendemain le problème du réchauffement climatique. Et c'est vrai. Mais ce qu'on a vu pour la question environnementale, on peut le constater aussi pour la question démocratique, à savoir que nos comportements individuels aboutissent in fine à des mobilisations collectives. Surtout que le vote porte une dimension de mimétisme très forte. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous votez, vous allez convaincre aussi vos proches autour de vous d'aller voter. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que les études statistiques montrent que les personnes en couple votent davantage que les personnes célibataires. Et de la même manière, les personnes très bien intégrées professionnellement votent plus que les personnes isolées ou celles qui sont en situation de chômage. Pourquoi ? Parce que quand on vote, on fait voter autour de soi, on parle de politique autour de soi et donc il y a une dynamique collective qui se crée. Donc derrière la seule voix que vous pouvez représenter, en fait, il y en a de très nombreux autres. D'accord, alors de nombreux autres, vous dites que vous motivez les uns à vouloir aller voter. Qu'est-ce qui a fait votre engagement, vous, en politique? Parce que je le rappelle, vous êtes quand même très jeune, vous avez 22 ans. Vous êtes encore étudiant ou pas? Là, je suis en fin de Master 2. Donc moi, Où ça? Alors j'étais à Sciences Po et à l'ENS et actuellement je suis à l'ESCP à Paris toujours. Je suis originaire du sud-ouest de la France et le vrai détonateur pour moi, même si l'actualité, la politique me passionnait depuis de longues années, ça a été le second tour des élections législatives de juin 2017. À l'époque j'avais 17 ans, j'avais pas encore le droit de vote. Abstention maximale. Justement, exactement. Et c'était vraiment un record. Pour la première fois, plus d'un Français sur deux n'était pas allé voter pour élire son député. Et pour moi, qui n'avais pas encore le droit de vote, mais qui m'intéressait à la campagne, qui voyait mes amis ne pas aller voter ou y aller, mais vraiment sans conviction, sans passion, avec d'autres amis bordelais à l'époque, on s'est dit qu'il fallait construire quelque chose. Et donc, on a porté le projet Les Engagés, association que je continue à présider depuis bientôt 5 ans, et qui, partout en France, essaie de convaincre les jeunes, non seulement d'aller voter, mais beaucoup plus largement de s'engager dans la vie de la cité. Alors quand vous dites effectivement aux jeunes, mais c'est vrai, ta voix ne compte pas, on peut se poser la question aussi de savoir pourquoi il y a eu un tel désamour finalement de l'engagement de manière générale ou de la politique en particulier. Moi je crois que les jeunes ne se désintéressent pas de la politique. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'ils ne voient plus forcément le vote comme l'outil le plus utile pour avoir un impact. Et donc on voit beaucoup de jeunes qui s'engagent différemment que les générations précédentes. Ils s'engagent dans la rue, avec les marches pour le climat par exemple. Ils s'engagent sur les réseaux sociaux, avec des mobilisations d'une ampleur virale inimaginable il y a encore quelques années. Ils s'engagent dans des projets associatifs, solidaires, citoyens. J'en vois de plus en plus autour de moi. Oui, mais alors justement, d'immerger. Oui, parce que ce sont ces projets, ces formes de mobilisation dont ils ont le sentiment qu'ils vont véritablement avoir un impact. Alors que le vote ou l'expression politique plus traditionnelle va donner le sentiment d'être moins efficace, moins utile. Mais ça veut dire qu'on ne croit plus en la personne politique, on ne croit plus en fait en la chose publique. Il y a une crise de la représentation qui est très forte. J'invite tous ceux qui nous regardent à lire le baromètre de la confiance politique publié chaque année par le Cevipof qui montre le niveau de défiance très profond des citoyens, pas seulement des jeunes, vis-à-vis non seulement de la classe politique mais plus largement de toutes les institutions traditionnelles, de tous les corps intermédiaires. Ça vaut malheureusement pour vous aussi, pour les médias, ça vaut pour les syndicats, ça vaut pour tous ceux qui viennent en fait créer interférence entre le citoyen et la décision politique. Et donc évidemment il y a un plaidoyer à porter pour convaincre les citoyens d'aller voter, les convaincre que le vote, même s'il n'est pas parfait, reste indispensable pour se faire entendre, pour avoir même le vote blanc, un impact. Mais c'est un vote. Tout à fait, et c'est évidemment la seule solution qui est entre nos mains pour avoir un impact bien davantage que l'abstention. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin, donc je fais moi mon autocritique, et c'est pour ça, et dans Aux urnes, on en parle notamment, que j'essaie de dire nous devons construire une démocratie plus continue, associer davantage les citoyens à la décision publique, pas seulement le jour de l'élection, mais en continu, de façon beaucoup plus pérenne. Alors on l'a beaucoup vu, et moi je l'ai vu beaucoup autour de moi, tous les copains qui me disaient non mais j'ai pas ma carte d'électeur, ça marche pas, je suis un peu perdu, c'est mon ancien bureau de vote, mais non c'est le nouveau, non mais alors vas-y tu verras, tu vas réussir à la trouver, parce qu'en fait elle y est, ah bon t'es sûr, etc. C'était des discussions sans fin, et effectivement le phénomène de la mal-inscription dont vous parlez justement dans votre livre Aux urnes, sur les listes électorales, il représente 7,6 millions de Français. C'est énormissime. Et si en plus vous y ajoutez les non-inscrits sur les listes électorales, on arrive à 12 millions de Français, c'est-à-dire un quart du corps électoral. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter justement ces démarches ?
La première priorité, c'est de lever un maximum de freins à la participation électorale. Moi, je plaide par exemple pour l'ouverture de bureaux de vote dans les campus universitaires. Je vous le disais, je suis originaire du sud-ouest de la France. Je suis parti à Paris pour y entamer mes études. Et donc, de fait, je n'étais pas inscrit sur les listes électorales à Paris. Et beaucoup d'étudiants qui changent de ville ne votent pas parce qu'ils n'ont pas forcément le réflexe de faire une procuration. Si déjà, on ouvrait ces bureaux de vote dans les campus au plus près des étudiants, je prends les paris qu'on réduirait drastiquement l'abstention des étudiants. Ensuite, il faut à mon sens retarder les délais d'inscription sur les listes électorales. Depuis 2016, on a jusqu'à 6 semaines avant le scrutin pour s'inscrire sur les listes. Pourquoi on ne pourrait pas s'inscrire jusqu'au jour J, ou en tout cas jusqu'à quelques jours avant? Vous êtes intéressé à la question d'ailleurs, pourquoi ces 6 semaines? En fait, c'est un travail de réflexion qui s'est fait de façon continue. Jusqu'en 2016, c'était jusqu'au 31 décembre de l'année précédant l'élection. Donc là, en l'occurrence, on aurait pu s'inscrire au maximum le 31 décembre 2021. Donc il y a eu un vrai travail de conviction à l'époque pour dire on doit aller plus loin. On a abouti à cette première victoire, quand je dis on, j'y étais pas, mais qui était d'aller jusqu'à 6 semaines avant le scrutin. Regardons ce que font certains de nos voisins. Aux États-Unis, on a jusqu'au jour J pour s'inscrire sur liste. Donc pourquoi on ne retarde pas encore davantage ce délai? S'il y a autour de vous, j'en suis convaincu, certains qui se sont dit peut-être j'irai pas voter et puis qui au dernier moment, face à l'importance de l'enjeu, se disent finalement ça vaut le coup de me rendre dans les urnes, ils ne le peuvent pas parce qu'ils ne sont pas inscrits ou parce qu'ils ne sont pas bien inscrits. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est vrai, j'en parle dans le livre, mais qu'on a aussi avec d'autres construit en septembre 2021, il y a quelques mois maintenant, l'ONG A Voté, qui est justement dédié à ces sujets. Et pour ça, on a notamment organisé des campagnes de porte-à-porte un peu partout en France pour aller parler notamment dans les résidences étudiantes, dans les foyers de jeunes actifs, pour aller leur dire, au fond, est-ce que vous êtes bien inscrits? Sinon, comment vous inscrire? Parce que parfois, les blocages au vote ne sont pas très philosophiques, mais sont très concrets, administratifs, logistiques. C'est pas admissible en 2022 que ces blocages persistent. Et comment vous avez été reçu justement par ces jeunes? Ça dépend. Beaucoup nous disent d'abord je voudrais aller voter, mais c'est vrai que je ne sais pas exactement comment m'inscrire sur les listes. Donc ce travail de pédagogie, il faut le porter. Le gouvernement le fait traditionnellement, mais quand la parole vient du gouvernement ou d'une institution officielle, on est parfois moins réceptif. Moi, quand j'étais lycéen, et c'était il y a encore pas très longtemps, les discours gouvernementaux officiels me demandant comme une injonction d'aller voter étaient rarement efficaces. Souvent d'ailleurs, ils sont contre-productifs parce qu'ils ont une dimension un peu moralisatrice qui peut déplaire. Alors que quand la démarche vient de citoyens à partisans, comme c'est notre cas avec les engagés, avec A Voter, ou comme c'est le cas de l'application Élise, déjà, les citoyens sont plus réceptifs, sont plus attentifs. Donc c'est ce travail qu'il faut continuer à opérer pour rendre plus accessible, encore une fois, et les programmes d'un côté, et les démarches d'inscription ou de réinscription. Alors, on parlait justement des citoyens qui ont l'impression d'être très loin finalement des politiques, qui ont l'impression que le peuple n'est pas entendu, et peu importe le peuple en fait, peu importe les partis en fait, de ne pas être entendu par les politiques. Est-ce que justement, avec ce que vous avez créé, avec Élise, avec A Voter, avec les engagés, vous portez une voix maintenant presque au gouvernement? Est-ce que vous êtes entendu? Avec qui vous discutez aujourd'hui? Parce que vous faites partie de ceux qui essayent de bouger les lignes, en tout cas. Moi, je pense qu'effectivement, quand on veut bouger les lignes, comme vous dites, il faut mobiliser tous les leviers. C'est pour ça que certains me demandaient pourquoi une application mobile ou pourquoi un livre. Je crois qu'aucune de ces solutions, il faut être réaliste, ne va du jour au lendemain d'un claquement de doigts résoudre tous nos problèmes et toutes les crises dont est victime aujourd'hui notre démocratie représentative. Donc il faut mobiliser un maximum de leviers. Peut-être que certains vont lire le livre mais ne pas télécharger l'application et vice-versa. C'est ce que j'essaie de faire. Les solutions technologiques sont utiles, mais je ne crois pas pour autant à une forme de solutionnisme technologique qui viendrait miraculeusement nous guérir de tous les maux. De l'autre côté, il faut porter une voix dans le débat public, le faire dans les médias. C'est pour ça que je suis en face de vous et je crois que les politiques doivent s'emparer aussi de ces voix qui existent aujourd'hui. Et donc moi, très volontiers, aller parler aux politiques et aux décideurs pour agir. C'est pour ça d'ailleurs que je dis nos engagements sont nécessaires, mais on ne doit pas faire l'économie du vote et on ne doit pas faire l'économie du politique. Pourquoi? Parce que si on veut que les causes qu'on défend, les mobilisations qu'on porte aient un vrai débouché politique, il faut du vote et il faut des élus, in fine, pour changer les choses. Là-dessus, je suis peut-être un peu old school, mais je crois que ça reste indispensable. Ensuite, on peut porter ses engagements sans être engagé de façon partisane, et c'est mon cas aujourd'hui. Ah, c'était ma dernière question, vous avez répondu, vous êtes parfait. Il va faire de la politique, je pense qu'il faut le garder sur le plateau parce que c'est moi qui l'aurais reçu. Je pense que dans quelques années, on va le retrouver, c'est ça, voilà, en tête d'affiche. Ce jour-là, je vous appellerai en premier. Ah, c'est vrai? Ah, super, attention à ce que vous allez proposer comme programme. Merci en tout cas 1000 fois Grégoire Cascara d'être venu sur le plateau du Grand JT d'Éducation. Merci infiniment à vous. Merci, et vous pouvez retrouver donc le livre Aux urnes. Quel éditeur? Flammarion. Voilà, chez Flammarion. Tout de suite, c'est l'heure de Souvenir des colis. Cette semaine, c'est Joyce Jonathan qui s'est confiée à Malika Ménard. Elle lui a raconté comment s'étaient déroulées ses études de psychologie avant qu'elle ne décide de devenir chanteuse. Regardez.
vous êtes du coup tout de suite orienté vers la musique en fait. Oui. Ouais, Pas d'autres envies d'études ou alors j'avais envie de faire des études soit de médecine, soit de psy. Parce que en médecine, ce qui m'intéressait, c'était la psychiatrie, mais faire 12 ans d'études, c'était absolument pas compatible avec mon envie de chanter. Donc j'ai fait une fac de psycho et j'ai fait ma licence. Ah oui, donc, quand même. 3 ans. Oui, en parallèle du premier album. C'est quelque chose que je voulais faire qui rassurait ma mère aussi. J'ai appris des petites choses qui me restent encore aujourd'hui, surtout par rapport au développement du bébé, la phase du non, la phase orale, la phase anale, tous ces trucs-là, non, mais qui sont ça vous sert maintenant? Et ben ça me sert avec ma fille de 15 mois. Je me dis, ok, là elle est dans la phase du non, je peux l'interpréter et le comprendre. Est-ce que vous auriez eu envie d'exercer ce métier? Je sais pas. Après, j'adore. Je trouve que c'est génial en fait de pouvoir saisir des personnalités, de pouvoir assembler des personnes. Par exemple, je suis un peu marieuse. Donc j'ai déjà créé 3 couples. Je vais devoir vous demander l'aide. Mais avec plaisir. Mais je suis très bonne à ça. J'ai créé 3 couples, dont un et en plus qui n'habitait pas forcément dans les mêmes villes. Donc il fallait faire des rencontres. Genre je réservais limite le restaurant et tout. Hein. Et j'adore cet aspect-là de vraiment comprendre l'autre et d'essayer, je sais pas, d'apporter un peu une aide. Mais ça se ressent dans vos chansons aussi. Oui, peut-être, je sais pas. Pour écrire sur les autres, pour que ça parle. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. En tout cas, j'aime bien saisir des situations et choisir des mots précis pour en parler. Et c'est vrai qu'en psychologie, les mots sont très très importants. Un mot n'est jamais laissé au hasard. Quand on en choisit un plus qu'un autre, ça a toujours une signification. Bon, c'est pas dans les projets d'ouvrir, on ne verra pas mon dans votre cabinet. Alors pas Il faudrait tout de suite. 2 ans de plus, c'est ça hein? Ouais, c'est un master, exactement. Mais peut-être, en fait, j'avais fait ma licence en me disant peut-être que bien plus tard, je ferai le master. Et j'aime beaucoup la musicothérapie. Qui finalement, pour moi, est au quotidien. Je fais ma musicothérapie tous les jours et qui est vraiment étudiée pour les enfants autistes et dans plein de domaines différents. Et il y a carrément des centres de musicothérapie. Ça, je me dis peut-être qu'un jour, j'y viendrai. S'investir, on pouvait le faire en parallèle, ça. Oui, en ce moment, j'ai pas trop... En ce moment, en pleine promotion entre bébés. Ouais. C'est un peu compliqué. Ouais, j'envoie des mails quand je fais pipi, genre tellement que j'ai pas le temps. En ce moment. Voilà l'image que j'ai maintenant. Voilà, on se dit tout. On vous a booké par mail pour venir ici. Non, mais tout est très propre. Et du coup, en fait, la chanson, ça a toujours été l'évidence. Oui. Vous étiez timide aussi? Oui. Discrète? Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a une vraie différence à faire entre la timidité, la réserve et la discrétion. J'ai jamais voulu, je sais pas, à table, interrompre quelqu'un, parler fort. C'est vrai que j'ai mis du temps, par exemple, à des déjeuners de famille, dîners de famille, à donner mon avis, à dire ce que j'en pense. Je sais pas si c'est votre manque de cas confiance, aussi. alors. Oui, c'est à la fois un manque de confiance, peut-être que j'avais peur de mal faire, que j'avais peur d'être jugée. Moi, je suis la petite dernière de ma famille et c'est vrai que j'ai été considérée comme la petite pendant très très longtemps. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, ma mère va dire la petite, parce que je suis la petite. C'est la dernière. Voilà, je suis la dernière. Et c'est vrai que ce rôle-là m'a un peu coupé les ailes pendant quelques temps. Et à quel âge tout bascule? Je pense que c'est vers 15-16 ans, quand je commence à faire des concerts, quand je rencontre ma première maison de disques, Michael Goldman, qui va créer My Major Company juste après. Il y avait un Michael, finalement. Et il y avait un Michael, mais voilà, il n'y a pas de hasard. Exactement. Vous êtes bonne en psychologie, ouais, je suis vous avez une bonne mémoire. Trop forte, je vois les liens, je vois tout. Non, mais parce que vous avez une très bonne mémoire. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Joy Jonathan, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Pourquoi la classe inversée, ça a autant plu, notamment au ministère de l'Éducation nationale, dont la position sur les innovations est hétérogène? Je vais être très méchant. Allez. Oui, on y va. On y va. De toute façon, ça ne dérange rien, la classe inversée. Parce qu'il y a classe dans le titre, c'est ça? Parce qu'il y a les programmes, il y a les horaires, il y a les examens. On n'a pas touché à ça. Ouais.
Et comme ce sont les enseignants qui font l'effort, ça montre une dimension intéressante, mais ça ne touche pas au système. Donc l'éducation nationale avait tout intérêt. Puis il y a eu une dynamique qui s'est créée au départ de ça, qui est fait beaucoup sur des enseignants autour du numérique, mais autour surtout de la classe inversée, indépendamment du numérique au départ. Mais le numérique, il a beaucoup aidé. Et donc, cet engouement, il y a des gens qui ont su le prendre au vol. La ministre, à l'époque, Madame Najat Vallaud-Belkacem, avait compris qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Il y a des gens qui ont su le lui vendre. Elle a très vite embrayé en soutenant l'association, malheureusement aujourd'hui défunte, qui en fait avait réussi à fédérer, comme beaucoup d'associations que l'on connaît, qui ont réussi à fédérer à un moment un enthousiasme, à l'accompagner. Malheureusement, c'est un peu retombé. C'est un peu retombé. Quelle est la meilleure manière, Joachino, de pratiquer le chinois? Et toi, justement, comment tu faisais au-delà de tes cours, au-delà de tes devoirs? Est-ce que tu regardais des dessins animés, des films pour entendre encore une fois la langue, ou tu te suffisait effectivement d'entendre tes profs qui ne parlaient que chinois, au final? Non, mais il y a un peu non, les professeurs nous parlaient français quand même. Hein. Ah, d'accord. Mais ils favorisaient quand même beaucoup le chinois. C'était leur but, quand même. Donc non, quelquefois, ils nous demandaient de regarder des vidéos en chinois. On avait des résumés à faire de certaines vidéos en chinois. D'accord. Et on parlait entre nous en chinois en cours, de temps en temps. Des fois, je parlais avec mon petit frère en chinois pour que mes parents comprennent. Pour qu'ils ne comprennent pas. Oui, pour que les parents ne comprennent pas. Ah oui. Parce que ton petit frère aussi... Ouais, il suit l'enseignement du chinois, il est en 4e maintenant, donc il commence à avoir un vrai bon niveau. D'accord. Donc je peux tenir une conversation avec lui. Ah, c'est génial. Ouais, c'est génial. J'aimerais bien voir la tête des parents. Qu'est-ce qu'ils ont dit, tu crois, là? Je ne comprends rien. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ils sont en train de nous préparer quelque chose, là. Quand ils parlent chinois, à mon avis, c'est que... Non, dialoguer avec les professeurs. D'accord. J'avais des amis qui parlaient chinois couramment, donc ça a aidé. J'ai eu mon voyage en Chine, qui m'a fait... Mon niveau, il a vraiment beaucoup augmenté. C'était où? Combien de temps? C'était à Pékin pendant 6 semaines, en internat à l'école. C'est énorme. C'est énorme, mais c'était très instructif. J'ai beaucoup appris. Et j'ai appris à me débrouiller avec la langue. Même s'il y avait des mots que je ne connaissais pas, j'arrivais à me débrouiller pour dire ce que j'avais envie de dire. Le storytelling, est-ce que c'est la baguette magique qui peut accélérer une carrière? On en parle justement avec toi, Agnès Salazar, tu es la cofondatrice de Maria Schools. Si je te demande de définir le storytelling aujourd'hui en 2022, ce serait quoi? Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires, c'est l'art de raconter son histoire ou l'art de raconter des histoires d'une manière qui est mise en scène pour aller capter l'attention, pour aller capter le cœur, l'esprit de ceux à qui tu racontes l'histoire. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas tant l'information que tu transmets, c'est pas tant le message, que finalement tout ce que tu vas mettre en scène de rythme pour finalement aller capter l'attention de l'autre. Et on voit à l'ère numérique avec la multiplicité des canaux, finalement tout le monde peut publier sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Savoir en fait capter l'attention de l'autre, c'est vraiment la clé, et c'est ça le storytelling, c'est passer d'une communication parfois un peu froide à une communication émotionnelle. Mais l'enseignement magistral, en dehors du fait que c'est peut-être lassant pour l'enseignant de répéter son cours tous les ans, qu'est-ce qu'on lui reprochait au juste? On lui reprochait pas seulement ça. Alors, on lui reprochait plusieurs choses. On lui reproche d'ailleurs, parce que je fais comme s'il n'existait plus. Oui, mais voilà. Ce qu'on lui reproche, c'est effectivement d'être ennuyeux. Ce qu'on lui reproche, c'est de croire une vieille théorie de l'information qui est que du moment que je dis quelque chose, c'est compris comme ça. Et en fait, les enseignants se sont rendus compte qu'il y avait un écart énorme entre ce qu'ils disent et après ça, quand ils font les contrôles, les élèves, ils n'ont pas compris. Et donc, c'est cet écart entre les deux qu'il faut arriver à réduire. Et pour le réduire, les enseignants ont dit, mais le mieux, c'est de les réduire en classe, c'est pas à la maison que ça va se passer. Parce qu'en classe, nous, on est là et on peut aider les enfants à réduire cet écart entre les savoirs et ce qu'on veut qu'ils en retiennent. Et justement, l'art des enseignants, c'est de construire des séances, des séquences d'enseignement dans lesquelles ils vont concevoir des activités qui vont permettre cette fameuse digestion. Cette digestion qui va permettre aux élèves de mieux comprendre ça et donc de pouvoir les réutiliser. Qu'est-ce que l'apprentissage du chinois t'apporte, toi, au quotidien? À part le fait que tu peux parler discrètement avec ton frère. Non, mais sur le plan des apprentissages de manière générale, parce que dans ta scolarité, t'as une autre manière de penser, surtout une autre manière d'agir. Maintenant, c'est-à-dire quand tu es face à quelle situation? Est-ce que tu as un exemple, par exemple? Ça fait beaucoup d'exemples dans ma phrase. Quand je suis face, par exemple, à des professeurs, quand mon ego prend le dessus, je me dis, Joachino, tu te calmes. C'est le professeur, tu le respectes quand même. D'accord, parce que c'est vraiment ancré dans la culture chinoise. Et d'ailleurs, au sein de ces cours de chinois, vous apprenez aussi une grande partie de la culture chinoise. Oui. C'est indissociable justement de l'apprentissage de la langue. Oui, la culture chinoise, c'est quand même la moitié de la langue, quand même, si c'est très important. D'accord. Ils disent
Ah mais bien sûr, parce que c'est ça aussi la richesse d'apprendre une langue quelle qu'elle soit, au-delà du chinois, au-delà de ce dont on parle aujourd'hui. Quand on apprend une langue, il est essentiel d'apprendre des choses en lien avec la culture, parce que c'est ça qui fait la langue, c'est ça qui va faire qu'on va s'intégrer dans la culture de la langue qu'on apprend. Et c'est aussi ce qui intéresse beaucoup, faut le rappeler, les gens qui se tournent vers cet apprentissage. Et pour ce qu'il disait, c'est qu'avant, les professeurs chinois qui venaient travailler en Chine recevaient des kits de survie, je rigole pas, où on leur expliquait tout ce que les enfants avaient le droit de faire en France, qui était différent de ce que les élèves chinois pouvaient faire. Autant dire tout. Je rigole parce que moi j'étais scolarisée dans ma classe, on était 90 en seconde en Chine, donc ça ne bronchait pas. Ouais. Et nous on est 12 et voilà, c'est un peu différent. Il faut aussi pour ces professeurs-là leur expliquer le fonctionnement, parce qu'eux aussi il y a un apprentissage culturel et il y a un pont, un équilibre à trouver entre eux. les Ils doivent, excusez-moi l'expression, ils doivent halluciner quand ils arrivent ici. Ouais. Ouais. Oui. Ça se passe comment ici? Maintenant, beaucoup moins, parce que ça a évolué. Ouais. Mais ça, c'était il y a 10 ans, ce que je me rappelle. Ça se passe comment à Janson? Il y en a qui faisaient les gros yeux? Oui. Le professeur que j'avais, c'était sa 2e année en France. Il hallucinait. Ouais. Surtout quand on est des petits fous. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait, parce qu'on est des petits. On faisait n'importe quoi, ils hallucinaient, les professeurs. Mais ils n'arrivaient pas à s'énerver, en fait, parce que c'était pas dans la culture s'énerver. Ils s'énervaient pas parce que chez eux, les élèves, ils étaient très sages. Donc, mais maintenant, ça fait longtemps, ils sont habitués, ils arrivent à tenir une classe. Voilà, à tenir une classe. Mais après, on redit ça, on se calme. Ils n'ont pas eu le choix. Allez, je reviens justement à mon storytelling parce que c'est une des formations que tu proposes avec Maria Schools, évidemment. C'est un programme d'ailleurs qui est baptisé Hero. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bon récit sans héros et héroïne. Exactement, et parce que tu es toi-même le héros de l'histoire que tu racontes. L'idée de héros, c'est d'équiper les gens dans cette capacité à la fois de maîtriser l'expression orale et écrite, plus que la communication, c'est l'expression, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux transmettre. Qu'est-ce que je veux transmettre de moi, qu'est-ce que je veux transmettre sur le sujet qui m'anime, qu'est-ce que je veux transmettre de l'entreprise que je représente, etc. Et être le héros de l'histoire qu'on raconte, c'est finalement mettre un petit peu de tension dans... c'est un héros, donc il lui arrive des histoires, donc au début il va bien, et puis après il a un problème, et puis finalement il s'en sort parce qu'il est vraiment formidable et qu'il va chercher des ressorts, etc. Considérer qu'en fait on cherche le héros, ça va aller mobiliser finalement beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on a voulu se nommer héros, aussi pour montrer à chaque personne qui nous rejoint, chaque apprenant, alumni, qu'il est capable. Et je parlais avec un réalisateur islandais qui vient donner des cours chez nous en début de semaine, qui me disait, moi ce qui m'anime, c'est de me rendre compte que je peux chercher des histoires et de la créativité à l'intérieur de n'importe qui. N'importe qui a une histoire à raconter. Simplement, c'est pas si facile de la raconter, c'est pas si facile d'oser la raconter, d'avoir l'audace de dire vraiment son histoire, mais c'est ce qui permet d'attirer les autres, c'est ce qui est quand même la clé de n'importe quelle relation humaine. Et voilà, il nous semble que en fait, développer ces compétences d'expression quand on est adulte, c'est clé. Or finalement, si on réfléchit bien, d'abord à l'école on apprend quand même assez peu à s'exprimer. Oui. En particulier en France, mais à l'écrit, finalement, on va vous dire au collège, au lycée, vous avez des qualités d'expression, mais on ne considère pas que ce sont des compétences. Or, les compétences, ça s'acquiert, ça se travaille. Les qualités, c'est comme si vous êtes doué ou vous n'êtes pas doué, quoi. Nous, on pense qu'en fait, non, c'est pas vrai, ça se travaille, ça s'acquiert. Savoir bien écrire, ça se travaille. Écrire un email, par exemple, on peut considérer que c'est vraiment hyper facile et tout le monde sait écrire un email, mais pas toujours. Écrire un email qui a un bon objet, qui donne envie de lire, qui est clair, qui est construit, avec un contexte, avec pourquoi tu me l'envoies, qu'est-ce que je dois en faire, est-ce que tu attends quelque chose de moi. Or, l'email, c'est quand même la clé de la communication. Et voilà, donc à la fois la communication écrite, mais la communication écrite en entreprise, et globalement, c'est tout le temps. On écrit tout le temps maintenant. En plus, on écrit des WhatsApp, on écrit des SMS, on écrit des newsletters, on écrit des emails, on écrit tout le temps. Mais ce qui nous renvoie aussi à la façon de se dire qu'on écrit aussi pour un canal en particulier. Exactement. Donc, on ne se raconte pas par email, on ne se raconte pas sur LinkedIn, dans une biographie, Facebook, exactement, sur Instagram ou sur d'autres plateformes. Et sur ces réseaux différents qui sont aussi teintés de relations différentes. Exactement. Et de qualités qu'on a envie de mettre en avant et d'histoires qu'on a envie de mettre en avant de la même façon.
En fait, ça va très très vite parce qu'ils comprennent le sens. Oui, mais eux, ça leur prend du temps de préparer le cours comme ça. Il faut retravailler chaque séquence. Au début, ça prend du temps. Il y a un coup d'entrée, en fait, ça que je veux dire. Il y a un coup d'entrée dans la façon de concevoir l'ensemble d'une séquence. On ne travaille pas que sur un cours, on travaille sur 7 semaines, 7, 8, 10 semaines d'affilée, à raison de 2 heures par semaine. Et là, du coup, ça s'insère bien dans le paysage. Et les enseignants arrivent tout à fait à équilibrer ce travail de préparation. Le seul inconvénient que ça a, c'est qu'ils ont l'impression de ne pas travailler en classe dans certains cas. Mais c'est les Parce que pour eux, travailler, c'est faire cours. Et voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant, j'ai eu souvent des témoignages comme ça. En fait, ceux qui avaient déjà l'habitude, j'ai eu dans les stages des gens qui avaient déjà en fait engagé ça. Ouais. Et quand on les voyait arriver, ils disaient mais non, mais de toute façon, on est habitué. Moi, je vois bien que je suis beaucoup plus efficace en classe parce que j'aide vraiment les élèves. Vraiment. Un type comme Pascal Biouet, qui a été un des premiers à être médiatisé sur son activité, mais c'est ça. On en a discuté avec lui. Il dit, mais c'est extraordinaire parce que j'ai l'impression en même temps d'accompagner vraiment les élèves au moment où ils apprennent. C'est la fin de ce grand JT. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver évidemment l'émission sur schooltv.com, canal 247 aussi sur les Freebox. Merci à toute l'équipe de School TV, à Hector Humblo Scorsese à la Réal, à Alex Larochelle au son, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction, à Taïe Sayad au make-up. Je crois que j'ai cité à peu près tout le monde. Toute l'équipe, merci 1000 fois pour cette belle production et on se retrouve demain. Ciao.